concernant les traitements, chez ces patientes qui ont, avec toutes ces maladies, elles ont quand même souvent beaucoup de traitements. Il peut y avoir un impact aussi bien chez la maman que chez l'enfant. Et donc récemment, il y a eu des recommandations européennes pour l'adaptation des traitements avant et puis pendant la grossesse et puis l'allaitement, bien sûr. Donc c'est là que je vous parle un peu plus du Plaquenil. Donc c'est un traitement vraiment, le traitement de base, traitement fondamental chez les patientes qui ont un lupus. On sait que si on l'arrête, il y a un risque de poussée. Et donc même si la maladie va être peu active, c'est un traitement qu'on on n'arrête pas, on va le continuer pendant la grossesse. On sait qu'il est bien toléré, qu'il n'y a pas de souci pour l'enfant. Les enfants qui ont été exposés, on ne retrouve pas de problème même au niveau oculaire, parce que le Plaquenil, en fait, le risque c'est exceptionnel des rétinopathies donc liées aux antipaludéens de synthèse. Mais voilà, chez les enfants, ça n'engendre pas grand-chose. On a l'impression qu'il y a un effet antithrombotique. Donc, on se pose même la question dans les SAPL obstétricaux, enfin, notamment quand les patientes ont beaucoup de complications, on fait beaucoup de mort fétale, malgré un traitement bien conduit avec de l'aspirine, de l'héparine, elles vont de nouveau faire un événement, que ça soit un HELP, que ça soit de nouveau une mort fétale. Et donc dans ces cas-là, chez ces patientes, on a tendance à rajouter du Plaquenil et voire plus ou moins une petite dose de corticoïdes. On a l'impression, donc, mais c'est sur des petites études, que ça va diminuer les risques obstétricaux et on espère pouvoir montrer que ça prévient la survenue, le risque de récidive des BAV. La maman peut allaiter sans souci sous Plaquenil, donc ça on peut vraiment les rassurer. Donc là tout à l'heure, juste le cours d'avant, elle vous a un peu, au niveau des traitements, vous en avez vu certains qui étaient en effet comme l'endoxan contre-indiqués. Donc on va vraiment refaire le point, voilà, Plaquenil c'est possible, corticoïdes plutôt à faible dose pour éviter tout ce qui est risque, prématurité, rupture prématurée des membranes, infection, l'aspirine, l'héparine. Si on a besoin d'un immunosuppresseur, on va se tourner plutôt vers l'Imurel, voire cyclosporine, tout ce qui est anticalcinorine, cyclosporine, tacrolimus, Dapsone, plus ou moins les immunoglobulines et voire la colchicine. Ça peut être un petit peu différent de ce qui est écrit sur le Vidal. Et donc dans ces cas-là, faut regarder sur le CRAT. J'espère que vous connaissez tous ce site. Il est extraordinairement bien fait. Dès que vous posez une question, un traitement, est-ce qu'il est autorisé ou pas, vous regardez sur le CRAT. Voilà, tout est bien répertorié, expliqué. Et en toute conscience, connaissance de cause, vous pouvez prescrire vos médicaments. Et donc je reviens juste en arrière, donc contre-indication de l'endoxan, méthotrexate, Celcet, tout ce qui est AVK, et puis bien sûr thalidomide, rétinoïdes, et chez nos patientes, surtout quand il y a eu un antécédent d'atteinte rénale, attention aux IEC qui sont contre-indiqués, et puis aux biphosphonates. Maintenant, en général, même chez les patientes qui ont une corticothérapie au long cours, on évite chez les femmes jeunes en âge de procréer de toute manière de mettre des biphosphonates, parce que pour certains, on peut avoir vraiment une durée entre l'arrêt du biphosphonate et l'autorisation de grossesse qui peut être quand même un petit peu longue. Donc finalement, en pratique, ça fait beaucoup de choses, de risques à stratifier, à hiérarchiser, à personnaliser en fonction des patientes. Donc on va reconnaître en fait, finalement, on plaide pour la consultation préconceptionnelle. Vraiment, les patientes, il faut qu'elles soient vues avant qu'on donne le feu vert pour la grossesse, pour reconnaître les rares contre-indications qui deviennent de plus en plus exceptionnelles, estimer au mieux le risque individuel, comme je vous disais, donc en fonction s'il y a un lupus, s'il y a un antécédent de thrombose, est-ce qu'il y a une biologie antiphospholipide associée et notamment un anticoagulant circulant, et est-ce qu'il y a cet anticorps anti-SSA ou SSB pour le risque de lupus néonatal. On adapte le traitement. Donc attention, comme je vous le disais, l'arrêt des biphosphonates, IEC. On vaccine, donc ça c'est vraiment, si j'ai un message aussi, c'est vacciner vos patientes. La grippe, voilà, rappel du tétécoque polio, vérifier la rubéole. On voit quand même encore beaucoup de patientes qui ne sont pas immunisées contre la rubéole et qui entament une grossesse.
On fait tout ce qui est, on prescrit tout ce qui est un petit peu autour de tout ça, l'acide folique, la vitamine D, des bas de contention. Et puis donc on informe beaucoup la patiente, finalement ça va vraiment être une consultation, on va pouvoir l'informer des risques, de ce qu'on sait à ce jour, de la nécessité d'une surveillance qui va être adaptée en fonction des patientes. Pour certaines ça va être beaucoup plus rapproché que pour d'autres. Et c'est une surveillance qui va être très multidisciplinaire. On fait vraiment, c'est une collaboration avec les obstétriciens, les anesthésistes, les médecins internistes. Le traitement pendant la grossesse va être personnalisé. Ça va dépendre un petit peu de l'âge de la patiente, l'existence du lupus, la sévérité passée, l'évolutivité actuelle, s'il y a eu une poussée récemment, s'il y a un antécédent d'atteinte rénale. L'antécédent finalement au niveau du SAPL de thrombose veineuse ou artérielle, et puis le passé obstétrical. Ça va, comme je vous disais, c'est différent d'avoir fait 3 fausses couches consécutives ou d'en être déjà à la 2e ou 3e mort fœtale in utero. Les traitements pris, ça va être différent d'avoir eu une mort fœtale sans aucun traitement, ayant fait découvrir un syndrome des antiphospholipides, qu'une grossesse qui finit en mort fœtale in utero alors qu'il y avait de l'aspirine, du Velovenox bien pris. Et puis, essayer de gérer l'anxiété de tout le monde. Parce que, parfois, il y a des cas qui sont quand même très difficiles. Et quand il y a eu énormément de pertes fœtales, c'est quand même des grossesses très, très compliquées psychologiquement aussi pour les patientes. Donc, finalement, pour le lupus, le plaquenil à dose efficace, parce qu'on peut doser le plaquenil. Et un traitement qui ne marche pas, il faut se poser la question, est-ce que la patiente le prend? Donc volontiers, nous on va doser le plaquenil, l'hydroxychloronéquinémie, pour vérifier qu'elle est à taux efficace et que le traitement est pris. Parfois on a des surprises, même avec des patientes qui, on est à l'aise pour parler avec elles, qui nous jurent qu'elles le prennent bien, que tout se passe bien, mais c'est un petit peu compliqué. Le cortensil, si besoin, si y a eu de l'activité récemment, on est de plus en plus dans la diminution des corticoïdes, on évite de plus en plus si on peut, et pendant la grossesse, on évite si on peut de dépasser 5 mg par jour. Et l'aspirine, surtout si antécédent d'atteinte rénale. Lorsqu'il y a un syndrome des antiphospholipides, donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est les AVK de manière prolongée, donc en dehors de la grossesse, avec un objectif qui va un petit peu varier en fonction si on a déjà thrombosé en artériel ou en veineux. Et on va remplacer donc par une héparine de bas moléculaire à dose efficace et de l'aspirine. Lorsque c'est une patiente qui a eu que des événements obstétricaux, au long cours, elle va être juste sous aspirine. Elle n'aura pas besoin d'AVK au long cours. Et bien sûr un peu d'héparine si elle a des situations à risque, un vol long courrier, une immobilisation prolongée. Et lorsqu'elle est enceinte, ça va être un peu d'héparine, là efficace ou préventif, ça va un petit peu dépendre des antécédents des autres grossesses, toujours associé à de l'aspirine. Là, comme on discutait, donc plaquenil, plus ou moins corticoïde. En général, ça on le rajoute dans les formes qui ont déjà eu ce traitement bien conduit et qui ont été compliquées. Voilà, tout ça a été reporté dernièrement dans les recommandations européennes par le groupe LELAR, avec tout ce qui est adaptation thérapeutique. Donc finalement, pour finir, on va... la surveillance, bien l'adapter. On a fait notre consultation préconceptionnelle. Au cours de la grossesse, on va adapter une surveillance clinique. Donc en général, c'est des patientes qu'on va suivre de manière mensuelle. À part celle qui a vraiment juste un petit lupus cutané, vraiment pas grave, auquel cas on peut un petit peu espacer. Mais sinon, une fois par mois, elle voit l'obstétricien, elle nous voit. On recherche les signes de poussée, signes cliniques d'activité du lupus. Bien sûr, toujours une tension artérielle, une bandette urinaire, on recherche la protéinurie. Une prise de sang mensuelle avec notamment le bilan hépatique, les plaquettes
Et puis pour tout ce qui est du lupus, on va faire attention à la fraction C3 du complément, qui lorsqu'elle baisse est prédicteur de poussée du lupus, sachant que pendant la grossesse, normalement, cette fraction C3 doit augmenter. Donc si elle est aussi faussement normale, ça doit alerter, et les anticorps anti-ADN. Voilà, je vous ai mis en plus, bien sûr, toxo aussi, la patiente n'est pas immunisée, mais tout ça, vous savez encore mieux que nous. La surveillance échographique, donc ça va vraiment porter sur les dopplers des artères utérines et ombilicales, qui vont être vraiment voilà, très importantes pour le suivi. L'échographie cardiaque fétale, donc chez les patientes qui ont anticorps anti-SSA, entre 16 et 24 semaines, excusez-moi pour la faute, donc tous les 15 jours, pas plus, hein, pas la peine de faire trop, et on surveille vraiment en fait la croissance du bébé. Donc, comme je vous disais, une prise en charge vraiment multidisciplinaire avec également donc l'échographiste. Et donc pour tout ce qui est Doppler, c'est la recherche de notch qui va être pathologique au-delà de 22-23 semaines d'aménorrhée, voilà, et qui doivent du coup faire alerter, plus ou moins faire modifier en fonction le traitement en fait, de la patiente. On peut nous arriver sur des résultats d'échographie où persistent des notches, où on commence à avoir un petit infléchissement de la courbe de croissance du bébé, d'augmenter par exemple l'héparine, de passer du préventif au curatif. Et donc c'est vraiment un travail ensemble. Voilà, je vous ai remis incisure protodiastolique du notch qui est pathologique. Et ce qui est très important, comme j'espère que vous l'avez compris, c'est de la maintenir en postpartum avec le risque de poussée, risque de thrombose dans le postpartum. Et en général, donc on continue l'héparine pendant 6 semaines après le postpartum, et ou en fonction en fait reprise d'AVK assez tôt. Et dans tous les cas, les patientes qui sont que sous aspirine, elles ont leurs 6 semaines de Lovenox et après on reprend l'aspirine derrière. Voilà, merci à tous. Je ne sais pas si vous avez des questions, si j'étais assez claire. Oui. Au niveau de l'échocardiographie, oui. Au niveau fétal, parce qu'on va avoir plutôt tendance à faire une étude en mode M, la contraction des l'oreillette pour la synchronisation. Alors je sais qu'il regarde le PR. Alors après, moi, comme je ne suis pas échographiste, je ne saurais pas du tout te répondre. Je vais te répondre parce que... Ouais, c'est toi qui sais, c'est Marine, à chaque fois on se... Je suis pas échocardiographiste, mais en fait il y a les deux modes pour la recherche du BAV. Il y a effectivement le mode TM, où on va pouvoir mesurer le temps de conduction. Il y a le mode en Doppler pulsé aussi. On va voir, on se met au niveau de la coupe mitro-aortique, de la voie d'éjection de l'aorte, où tu vas voir à la fois le flux diastolique et le flux systolique, donc le flux d'entrée mitrale et le flux systolique, où tu vas du coup pouvoir mesurer le PR. Et après, il y a aussi, à l'évidence, visuellement, tu vas voir si c'est un bloc complet, une dissociation complète entre les ventricules et les oreillettes. Et là, à ce moment-là, tu mets ta fenêtre sur en mode M, hein, par exemple, tu mets la fenêtre sur les auricules, et là, tu vois que ça bat à 140. Ensuite, tu te mets sur le ventricule, et là, tu vois que ça bat ça dépend de la fréquence ventriculaire d'échappement, mais c'est entre 50 et 80, ça dépend. Voilà, et puis sinon, si tu mets la fenêtre à la fois sur l'oreillette et le ventricule, et on peut comparer en mode M, effectivement, les fréquences des oreillettes et des ventricules à la fois. C'est clair? Je pense que vous avez les cours de cardio ou pas déjà? Non, vous les aurez... c'est plus sur les malformations cardiaques, mais vous pouvez poser des questions sur le BAV, parce que l'analyse des troubles du rythme, on peut le voir à l'œil. Souvent les bradycardies, les BAV, ça donne des bradycardies, donc ça se voit à l'œil. Après, pour savoir est-ce que c'est un bloc du premier, deuxième ou troisième degré, c'est pas toujours très facile. Et même nous, on ne sait pas toujours, et même parfois les échocardiographistes ne savent pas. D'autres questions pour Nathalie?
Et d'ailleurs, on a même envie de revenir sur ces analyses trop précises en se disant, voilà, on va peut-être juste regarder s'il y a une bradycardie ou pas. Quoi. C'est des analyses assez poussées, compliquées à faire tous les 15 jours. Ça se discute beaucoup. Merci beaucoup, Nathalie. Non, tu les as pas du tout endormis. Je vais arrêter. C'est le post-prandial. Je fais ça. On va faire une petite pause. Du coup, et on reprend à 16h. Je sais pas.